Merci Jean-Marie Le Pen d'être sur le plateau de 12-13 dimanche. Vous êtes député européen fondateur du Front National, bien qu'exclu de votre parti par votre fille, qui dirige aujourd'hui le parti depuis 5 ans. Vous vous croisez malgré tout dans les couloirs du Parlement européen, j'imagine, à Strasbourg. Vous vous présentez toujours comme président d'honneur du Front National. C'est un titre qui n'existe pas dans l'organigramme du FN. Est-ce que c'est pas un peu de la provocation ? Non, mais il existe, c'est une décision de l'Assemblée Générale, du Congrès. Par conséquent, elle fait loi, jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est un titre honorifique. Non, pas du tout. C'est un titre qui comporte un certain nombre de prérogatives, dont en particulier le droit de participer à tous les organes du mouvement, quels qu'ils soient. Même si aujourd'hui vous êtes plutôt mis à l'écart par la direction actuelle du FN. Oui, bien, si je le souhaite, je rentrerai, quand je voudrais, dans les assemblées en question. Eh bien, vous nous direz tout à l'heure ce que vous voulez faire, justement. En tout cas, on l'a bien compris, vous n'avez pas dit votre dernier mot. Et dans la perspective de la présidentielle, vous avez bien envie aussi de peser dans le débat. Et avant de revenir sur l'arrestation de Salah Abdeslam et de la lutte contre le terrorisme, je voudrais qu'on évoque la polémique autour de la date du 19 mars, choisie par François Hollande pour commémorer le cessez-le-feu en Algérie. Il a rendu hommage hier à toutes les victimes de la guerre en Afrique du Nord. Mais il dit, attention, le 19 mars, ce n'était que le début de la paix, ce n'était pas la fin de la guerre, en rendant donc hommage à toutes les victimes, qu'elles soient harkis, pieds noirs. Vous lui accordez ça, au moins ? Je crois que c'est une petite manœuvre assez misérable, électoraliste. Je pense que le président se souvient qu'il a probablement été élu par les anciens immigrés et il pense devoir sa prochaine élection peut-être aux électeurs qui viennent en effet d'Algérie. Je rappelle que 800 000 d'entre eux, résidant en France, ont voté pour la présidentielle algérienne. Ce sont les voix sur lesquelles compte, je pense, le président de la République. Alors, vous êtes contre le 19 mars ? Le 19 mars, c'est un jour de deuil, parce que c'est le jour où le gouvernement français va ériger les Algériens du FLN en gouvernement à égalité, en quelque sorte, avec le gouvernement français, et fonder leur dictature sur le pays après avoir éliminé le MNA de Messali Hadj dans des massacres que l'on connaît, ou que l'on a oubliés. Et à ce moment-là, que se passe-t-il ? Les troupes fraîches du FLN qui n'ont pas combattu vont rentrer de Tunisie et du Maroc en Algérie, où les troupes du FLN ont été battues par l'armée française, écrasées par l'armée française. Mais je voudrais vous poser cette question. Vous dites le 19 mars, c'est pas la bonne date. Jacques Chirac en avait trouvé une, c'était le 5 décembre, comme ça, au hasard. Quelle est la bonne date pour commémorer l'indépendance de l'Algérie ? On ne peut pas oublier que s'il doit y avoir repentance de la France, cette repentance touche au massacre des harkis et des pieds noirs qui a été permis justement par le 19 mars. Aujourd'hui, par la neutralité obligée de l'armée française. Mais des décennies après, cette polémique que vous entretenez, vous dites, vous entretenez la mémoire, est-ce que c'est pas une façon aussi de flirter avec un certain sentiment anti-arabe ? Oui, écoutez, il y a un pays dans le monde où est entretenue la haine de la France de façon systématique, à la fois par ses élites, par sa presse, c'est l'Algérie. Depuis 50 ans... Mais à l'inverse, est-ce que vous n'alimentez pas un sentiment anti-arabe ? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de rapport entre le sentiment anti-arabe et l'affaire d'Algérie elle-même, encore que le FLN a été une pièce maîtresse du soulèvement, en quelque sorte, contre l'Occident, un soulèvement qui n'était pas au départ très largement marqué par l'islam, mais qui l'est devenu progressivement au fur et à mesure que les masses musulmanes devenaient de plus en plus nombreuses. Alors on va parler du terrorisme, la menace permanente. L'arrestation de Salah Abdeslam en Belgique 4 mois après les attentats de Paris est une étape majeure et qui pose la question évidemment de la lutte contre le terrorisme. Il est 16h40 lorsque les policiers s'apprêtent à lancer l'assaut. Leur cible, Salah Abdeslam, 26 ans, l'homme le plus recherché d'Europe après les attentats de Paris. Très vite, Salah Abdeslam est arrêté, vivant. Il y a déjà eu des arrestations. Et il devra y en avoir d'autres. Car nous savons que le réseau était très large en Belgique, en France, dans d'autres pays européens. Ces résultats sont significatifs, mais ils ne marquent pas, bien entendu, l'achèvement de la lutte que nous menons sans relâche contre le terrorisme. Nous gagnerons la guerre contre le terrorisme en agissant sans trêve ni pause. On doit les exterminer.
Les mots ont un sens. Nous devons les exterminer. Alors on va revenir sur certains de ces propos, Jean-Marie Le Pen. Mais d'abord, l'arrestation de Salah Abdeslam, vous vous en réjouissez, bravo aux polices belges. Écoutez, ce qui est important dans l'arrestation d'Abdeslam, c'est qu'il a fallu 4 mois pour y aboutir. Toutes les polices de France et de Belgique et d'Europe mobilisées à la recherche de ce personnage. Et il me semble que le délai qu'il a fallu pour l'arrêter était en lui-même significatif du fait qu'en Europe, et en tous les cas dans certains pays, les terroristes se promènent comme des poissons dans l'eau, comme disait Mao Tse-tung, n'est-ce pas? Et à Schaerbeek, à Molenbeek, mais à Bruxelles en général, mais dans beaucoup d'autres parties du pays, les terroristes sont chez eux. Ils se promènent sans risque. Quoi qu'il en soit, le combat contre le terrorisme va être long, a dit François Hollande. Bernard Cazeneuve dit la même chose. Quelles sont les solutions? Oui, je suis toujours inquiet quand j'entends ce genre de discours, parce que j'ai déjà entendu à plusieurs reprises, j'ai entendu les résolutions radicales, définitives, qui se terminent généralement par l'abaissement de nos défenses. Et je crains que, à la longueur du temps, nous soyons dans ce domaine-là frustrés. Quand Nicolas Sarkozy dit, avec des termes forts, les terroristes, il faut les exterminer, nous sommes en guerre, comment vous entendez ces propos? Oui, ce sont des mots, ça. Ce sont des mots, visiblement, M. Sarkozy s'efforce de déborder le Front National sur sa droite, ce qui est rendu moins difficile par la présence de M. Philippot, c'est vrai, mais c'est purement aussi, ce sont des paroles électorales. Quand M. Sarkozy a été au pouvoir, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire pour nous prévenir de ce genre de dangers qui est d'abord constitué par l'immigration massive, par les millions de gens qui sont entrés dans notre pays depuis 40 ans, et de responsabilité qui est à la fois celle de la gauche et de la droite, celle de M. Sarkozy lui-même. Par conséquent, le terreau du terrorisme, c'est la présence de millions d'immigrés en Europe et en France, et c'est cela, cela qu'il faut donner remède. Cependant, Salah Abdeslam, on va revenir à lui. Il est de nationalité française. Il a été radicalisé en étant en contact avec des extrémistes islamistes. Comment empêcher des jeunes d'entrer en contact avec les filières djihadistes? C'est impossible, ça. Ce sont des mots. On ne peut pas empêcher les gens de se rencontrer. On ne peut pas, surtout quand ils vivent dans les mêmes quartiers, dans ce qui s'est constitué en fait comme de véritables ghettos volontaires, mais des véritables ghettos dans lesquels la police ne pénètre pas dans certains d'entre eux ou n'ose plus pénétrer. Mais quelle est la solution? Quelle est la solution? La solution consiste d'abord à mettre le holà à la politique d'immigration. Cesser la politique d'immigration, procéder à l'expulsion d'un certain nombre de gens qui ne respectent pas nos lois ni nos coutumes. Il faut supprimer le droit du sol qui permet d'accéder à la nationalité française aux enfants qui y naissent de ces gens et même des clandestins. Donc, il faut tout un ensemble, toute une politique nationale qui est par définition différente de celle menée par le Parti socialiste, en rappelant tout de même qu'il a été, en certaines de ses personnalités, complice du FLN. Monsieur Rocard, ancien Premier ministre, s'est vanté d'avoir porté les valises du FLN pendant la guerre, valises dont on ne va pas revenir là-dessus, mais on va revenir... l'argent extorqué aux travailleurs algériens par la menace et la terreur. On va revenir à aujourd'hui, parce que l'une des pistes qu'évoque le gouvernement, et c'est en débat actuellement, c'est la déchéance de nationalité. Et ça, c'est une idée que vous défendiez. Marine Le Pen est allée la défendre dans le bureau de François Hollande après les attentats du 13 novembre. Il a repris cette idée-là. Ça vous a surpris? Oui, non, mais cela allait sans dire. La déchéance, ce qu'il faut, c'est ne pas leur donner la nationalité française. Et c'est là qu'il faut porter le fer. Parce qu'il est entré dans notre pays, on ne sait pas combien. L'INSEE dit 12 millions d'étrangers en 40 ans. Azouz Begag dit, ancien ministre socialiste, qu'il y a probablement en France entre 15 et 20 millions de musulmans. Je ne sais pas où se trouve la vérité, puisqu'il n'y a pas de recensement officiel, malheureusement. Mais vous dites qu'il faut changer le droit du sol, il faut venir au droit du sang, c'est ça que vous dites? Pour supprimer le droit du sol, il faut réduire massivement. Mais ça veut dire quoi? C'est le droit du sang? De naturalisation, il faut rétablir nos frontières, rétablir comment dirais-je, une politique nationale et la souveraineté du pays, sortir, en tous les cas, se tenir à l'écart d'une Europe qui nous lie les mains derrière le dos et qui nous condamne à la défaite définitive. Alors, je voudrais qu'on parle d'autre chose. C'est la France et l'Europe qui sont confrontées à un autre défi, c'est l'accueil des réfugiés
syriens essentiellement. À partir d'aujourd'hui, l'accord européen se met en place. Ça veut dire que les réfugiés qui ont trouvé refuge en Grèce vont être renvoyés vers la Turquie. Est-ce qu'il y avait une autre solution là, dans l'immédiat, dans l'urgence? Non, mais d'abord, qui va les renvoyer? Les Grecs. La police grecque va cerner les ramener aux Turcs. Je crois que cet accord est un accord criminel traité avec la Turquie, c'est-à-dire en fait avec 200 millions de Turcs, parce qu'il y a 90 millions de nationalités turques, mais les turcophones ont la possibilité de devenir turcs par simple déclaration. C'est donc un accord que nous avons conclu avec un pays qui, libre circulation, avec un pays où il y a 200 millions de musulmans. Et d'autre part, on relance les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Europe, alors que la Turquie n'est pas un pays européen et qu'est évidemment l'entrée de 200 millions, enfin la possibilité d'entrée offerte à 200 millions de musulmans en Europe serait la fin rapide de l'Europe, qui est très menacée d'ailleurs. Pour terminer sur cette question, beaucoup critiquent le fait que l'Allemagne ait imposé son point de vue dans cette négociation. Mais après tout, est-ce que c'est pas normal, puisque c'est l'Allemagne qui fait le plus gros effort d'accueil de migrants? Oui, pour l'instant, elle ne reçoit rien. Le blocage à Idomeni a l'inconvénient de ne pas laisser les gens entrer chez Madame Merkel. Passez-moi l'expression, Madame Merkel avait à peine ouvert les bras qu'elle a été obligée de serrer les jambes. N'est-ce pas? Parce que son pays ne n'acceptera pas. Et je vais demander que la première des frontières à contrôler soit la frontière franco-allemande, parce que quand ils seront refoulés d'Allemagne, c'est en France qu'ils viendront. En tout cas, ça fait maintenant 7 mois que vous avez été exclu du Front National, le parti que vous avez fondé en 1972, il y a 44 ans. Depuis, les temps ont changé, les visages du Front National aussi, désormais donc dirigé par votre fille Marine Le Pen. Le Pen demande de l'aide. Veut-il sauver la France ou sauver sa peau? Après 40 ans de règne absolu à la tête du parti, difficile pour Jean-Marie Le Pen de passer la main. 1956, le député poujadi Jean-Marie Le Pen est le benjamin de l'hémicycle. Talentueux, tumultueux. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier. Et dans les années qui suivent, Jean-Marie Le Pen va surtout s'illustrer par ses dérapages. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Coup de gueule et coup de maître en 2002. D'un cheveu, l'extrême droite est au deuxième tour de la présidentielle. Je me dis, mais si on gagne, qu'est-ce que je fais dans 15 jours? Mais après un score décevant en 2007, il transmet le flambeau à sa fille et elle va changer de cap. Elle n'a qu'un seul mot en bouche, la dédiabolisation, ce que son père ne supporte pas. Je n'avais pas la même vision que lui sur les événements de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que, lorsque vous avez parlé de points de détail, vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. Les derniers actes qui ont été les siens sont, à mon avis, inadmissibles. L'affront de trop. Vendredi, Jean-Marie Le Pen s'invitait à la tribune, contraignant sa fille à attendre qu'il se fasse acclamer pour commencer son discours. Le but, c'est de nuire au Front National. Président, figure emblématique du Front National. Ce soir, Jean-Marie Le Pen a été exclu de son propre parti. Je crois que le bureau exécutif a pris en réalité la seule décision qui était logique, qui s'imposait après des mois de provocations, de dérapages, même d'insultes contre certains dirigeants du Front National, y compris Marine Le Pen. Monsieur Le Pen, jusqu'où êtes-vous prêt à aller, Monsieur Le Pen? Jusqu'où? Jean-Marie Le Pen, quand vous revoyez les images du dernier défilé du 1er mai, quand vous êtes monté sur scène, est-ce que vous dites pas, là, aujourd'hui, je suis allé trop loin, j'en ai fait trop? Pas du tout, non. J'étais, si j'ose dire, l'inventeur de cette manifestation du 1er mai de Jeanne d'Arc et de la Fête du Travail depuis 35 ans ou 36 ans. Et cette année, je compte bien encore la recommencer. Alors justement, parce qu'il n'y aura plus de défilé officiel du Front National cette année pour des raisons de sécurité. Parce qu'on a prétexté la menace de Daesh. Eh bien, moi, j'appelle tous ceux qui n'ont pas peur de la menace de Daesh à se retrouver le 1er mai autour de la statue de Jeanne d'Arc,
le matin, je leur ferai un discours et il y aura du monde, j'en suis sûr. Contre l'avis du Front National? Ça n'a aucune importance. Les responsables du Front National, écoutez, je suis le bâtisseur du Front National. Je dis que j'en suis, je crois que j'en ai été l'organisateur et j'en suis intimement convaincu, l'âme du Front National. Par conséquent, les gens qui sont locataires du Front National aujourd'hui ne me feront pas la loi. Je souhaite m'entendre avec la direction du Front National parce que le Front National est la seule chance aux élections présidentielles de redresser notre pays. On va en parler justement avec Françoise Fressoz. On sent que vous êtes en réserve du FN. Françoise Fressoz, éditorialiste au Monde, qui est avec nous ce midi. Bonjour Francis. Bonjour Françoise. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, on peut dire qu'avec vous, l'aventure ne s'arrête jamais. On vient de voir que vous avez été exclu du parti que vous avez fondé. Et puis vous annoncez à 87 ans que vous voulez créer un nouveau mouvement. Comment il va s'appeler? Bleu, blanc, rouge? Non. À la vérité, nous allons faire des comités. Nous avons commencé déjà de les faire, des comités Jeanne d'Arc au secours. Au secours de la France, bien sûr, pas à notre secours personnel. Et ces comités ont pour but d'influencer, autant que faire se peut, la marche du Front National, parce que je pense que le Front National reste le seul moyen, en tous les cas pour 2017, le seul moyen de remporter la victoire nationale, et par conséquent, je ferai tout ce que je pourrai pour maintenir cette ligne. Vous entendez ce qu'on dit dans l'entourage de votre fille Marine, que Jean-Marie Le Pen, c'est le chant du cygne, qui compte plus, qu'il n'arrive plus même à créer quelque chose? Oui, moi je demande que l'on dise cela devant l'organe démocratique du Front National, qui est le comité central, que l'on n'a pas réuni, contrairement au statut l'année dernière, et qu'il faudra bien réunir l'entourage de Mme Le Pen, l'environnement du bureau politique, tout ça. Ça ne compte Mais Monsieur pas. Le Pen, en septembre, vous vouliez monter un mouvement, élus. vous n'avez pas réussi. On a l'impression que vous avez du mal à trouver des troupes aujourd'hui. Oui, mais écoutez, moi je m'efforce de ne pas rompre le lien des nationaux avec le Front National. Je demande aux nationaux de penser que leur unité est nécessaire à la victoire. Et je voudrais en convaincre Marine Le Pen, car si elle ne le comprenait pas, elle ne serait sans doute même pas au deuxième tour. Alors on est au cœur de votre différend. Vous, Marine Le Pen, elle a un objectif qu'elle affiche. Elle veut gagner en 2017 et on a l'impression que vous mettez toujours dans ses pattes pour l'empêcher de gagner. Pourquoi vous faites ça? C'est tout à fait faux. Je pense que je suis un atout pour la victoire de 2017. Mais pourquoi elle ne le voit pas comme ça? Je pense que même mon exclusion est un handicap radical pour cette manœuvre. C'est la raison, j'espère en convaincre non seulement Marine Le Pen, mais aussi le bureau politique du Front National. Et en tous les cas, j'espère en convaincre le comité central, qui encore une fois est l'organisme élu du Front. Très concrètement, la France apaisée, ce slogan, ça vous plaît pas du tout? Pardon? La France apaisée. Le nouveau slogan du Front National. Du Front National. Oui, c'est un slogan, ça n'est qu'un slogan. La France apaisée, il faut au contraire mettre la France en alerte, car la France est en danger de mort. Parce que la politique d'immigration qui a été menée depuis 40 ans, qui se mêle à la fois à la poussée de l'islamisme conquérant, au terrorisme, et compte tenu du déficit démographique de l'Europe et de la France, nous sommes dans une situation dangereuse, presque un risque mortel. Il faut donc appeler, non pas à l'apaisement, mais au contraire à la mobilisation. Donc c'est une mauvaise stratégie de la part du Front National que de choisir la France apaisée? Je crois, absolument. Alors, la France n'a pas besoin d'apaisement, elle a besoin de vérité, elle a besoin de liberté, elle a besoin d'action nationale. Quand vous voyez Marine Le Pen partir au Canada pour faire campagne, quand vous la voyez en retrait médiatique, quand vous voyez Florian Philippot, le numéro 2, qui est en grande exposition médiatique, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que c'est Philippot qui a pris le pouvoir au Front National? C'est un petit peu vrai, en tous les cas c'est l'apparence. En politique n'existe que ce qui paraît exister, et de toute évidence le retrait médiatique de Marine Le Pen a eu pour conséquence la promotion médiatique de M. Philippot, qui n'est pas le meilleur des truchements. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement à Florian Philippot? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement à Florian Philippot? Je lui reproche de ne pas respecter l'esprit du Front National, parce que il est un adhérent et un dirigeant relativement récent.
et il doit tenir compte des sacrifices qui ont été faits par les militants, de l'histoire du Front National. Pour avoir un avenir, il faut regarder son passé. Et le passé du Front National est tout à fait honorable dans l'opposition qu'il a marquée à la décadence française et à ceux qui l'incarnaient dans la politique. Françoise. Alors cette semaine, le mariage pour tous a continué à diviser le mouvement. Marion Maréchal Le Pen, votre petite fille, a dit que ce nouveau droit risquait de déboucher sur la polygamie. Marine Le Pen a dit non, on est très très loin de ce risque. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Il y a d'abord un mensonge extraordinaire, c'est qu'il y aurait une division des opinions. C'est ce qu'a laissé entendre quelquefois dans ses commentaires M. Philippot. Le bureau politique du Front National, à l'unanimité, y compris M. Philippot d'ailleurs, qui était là, a condamné le mariage pour tous. Mais dans les commentaires, il est vrai qu'on a laissé entendre que peut-être il y avait un certain flou. Il n'y avait pas de flou dans l'opinion du Front National, c'est clair. Et par conséquent, nous restons sur la même ligne. La bonne ligne, c'est Marion Maréchal Le Pen. Mais Marion Maréchal Le Pen exprime le sentiment qui a été exprimé par le bureau politique du Front National. Alors, votre petite fille a dit très récemment, le FN ne peut pas gagner la présidentielle sans des alliances avec des personnalités de droite comme Henri Guénaud, M. Ciotti ou alors encore M. Dupont-Aignan. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette stratégie ? Est-ce qu'il faut que le FN s'allie pour 2017 ? Je ne partage pas tout à fait cette opinion. Je pense que ce qu'il faut d'abord, c'est que le Front National rétablisse son unité, qu'autour de lui se réunissent ou soient réunies toutes les formes possibles de l'opinion nationale, que ce soit des journaux, des cercles, des associations, des groupements, des partis, que tout le monde comprenne qu'il n'y a qu'une chance et que cette chance doit être jouée en 2017, que les nationaux arrivent au pouvoir et changent la politique et sauvent la France. L'ouverture vers la droite, comme le préconise Marion Maréchal Le Pen, ça n'est pas l'urgence ni une bonne idée. Oui, je ne crois pas beaucoup au ralliement des personnalités, mais il y en aura sans doute. Quand le elle fait une erreur quand elle dit ça, elle fait une erreur quand elle dit ça. On disait Jean-Marie Le Pen ne veut pas le pouvoir. C'est vrai qu'il ne voulait pas le pouvoir quand on avait 15% des voix, parce que c'était s'incliner devant la majorité. Mais quand nous avons 30 ou 35%, comme maintenant, c'est à ce moment-là que nous fédérons les forces. Et à ce moment-là, les bras sont ouverts à tout le monde. Françoise. Alors le Front National, ce sont aussi des affaires. On entend beaucoup parler des affaires vous concernant, des affaires concernant votre fille, sur votre patrimoine, sur le financement de votre parti. Est-ce que finalement, c'est pas ça encore qui vous lie ? Est-ce que vos intérêts patrimoniaux, c'est pas ce qui vous lie encore en dernier ressort ? Je crois que nous subissons là une véritable persécution. C'est mon cas en tout cas. J'ai reçu 4 injonctions fiscales la veille de Noël. Enfin, par exemple, votre compte en Suisse, il existe. Par la haute autorité que dirige un socialiste militant, M. Nadal, la haute autorité pour la transparence, qui veut faire équilibre à l'affaire Cahuzac. Non, mais vous vous présentez en victime, M. Le Pen, mais il y a quand même une réalité tangible. Par exemple, le compte en Suisse, vous avez reconnu que vous aviez un compte en Suisse, quand même. Jamais de la vie, c'est totalement faux. Je n'ai jamais reconnu ça. Bien sûr que non. Je n'ai pas de compte en Suisse. Je n'ai pas eu de compte en Suisse. Je ne suis pas M. Cahuzac, moi. Merci Françoise d'être venue sur le plateau de 12-13 dimanche. On en parle beaucoup en ce moment. C'est l'affaire Barbarin. Accusé d'avoir couvert des prêtres pédophiles. Un sondage publié ce matin dans le Parisien annonce que 63% des Français souhaiteraient qu'il démissionne. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que le cardinal de Lyon doit démissionner ? Non. Le cardinal Barbarin, d'après ses dires, est innocent de ce qu'on lui reproche, puisqu'il n'était pas en poste au moment où ces faits se sont passés. Mais les prêtres, eux, ils sont toujours Ensuite, en poste. le pourcentage de Français, dont probablement une majorité de non-catholiques, se prononce pour la démission de M. Barbarin, de Monseigneur Barbarin, se mêlant d'affaires qui ne les regardent pas. Moi, je pense que Monseigneur Barbarin a une attitude digne et qu'il doit rester courageux face à une adversité, à un procès, il faut bien le dire, médiatique qui lui est fait, un déchaînement extraordinaire pour essayer de le faire céder et de faire céder avec lui les catholiques qui résistent encore. La loi El Khomri sur la réforme du travail qui met les jeunes dans la rue, notamment les étudiants, les lycéens, est-ce qu'il faut la réécrire ou la supprimer ? Mais où est-elle, la loi Khomri ? Dans quel couloir s'est-elle égarée ? Écoutez, c'est une montagne qui a accouché d'une souris et une souris qui a fait prout en plus. Vous pensez qu'elle ne verra jamais le jour, cette... J'ai l'impression que non.
parce que tout ce qui était intéressant dans cette loi et qui touchait la flexibilité, la possibilité pour les petites et moyennes entreprises, les artisans, les commerçants, les paysans, les professions libérales de se développer, eh bien, a été supprimé à la demande des lobbies syndicaux ou autres. Une dernière chose, vous avez dit sur Twitter récemment que si vous étiez citoyen américain, vous voteriez pour Donald Trump aux États-Unis. Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse chez lui? C'est un indépendant. Il ne dépend pas des lobbies qui généralement fabriquent les présidents européens. Enfin, il est un lobby lui-même. Ouais, bah, il a un groupe de presse. Ça, c'est la définition de l'indépendance. Quand on est son propre lobby, on est indépendant. Et c'est la qualité que je préfère chez lui. Avec sa certaine verdeur de langage, il sort un petit peu des sentiers battus et il a comme ennemi tout l'établissement américain. Or, cet établissement américain est vomi par la population américaine. C'est pour ça que je crois à la victoire de Trump, non seulement à la convention républicaine, mais encore aux élections des États-Unis. Merci Jean-Marie Le Pen d'être venu sur le plateau de 12-13 dimanche. Une émission à retrouver sur France TV Info et sur le compte Twitter de l'émission. Et tout de suite, c'est Catherine Matoche pour l'actualité de la mi-journée. Zemmour et Nolo, la suite. Il a présidé le Front National pendant 39 ans, aujourd'hui suspendu de sa qualité d'adhérent. Il vient nous parler de la candidature de sa petite fille dans la région PACA, de sa fille aussi, qui comparaissait hier devant le tribunal de Lyon. C'est Jean-Marie Le Pen. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Alors, pour démarrer notre entretien, j'ai un petit questionnaire à vous soumettre. Vous voulez bien répondre à mes petites questions? Parfait. C'est le QCM. En cas de second tour, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, en 2017, vous votez pour qui? Pour Nicolas Sarkozy, pour Marine Le Pen ou vous votez blanc? Je ne sais pas encore. Tout dépendra de l'exposé des programmes et de la campagne elle-même. Vous ne connaissez pas encore le programme de Marine Le Pen? J'aurais plutôt tendance à être en faveur de Marine Le Pen. Maintenant, ça dépend beaucoup d'elle aussi. Ça veut dire que vous hésitez? Vous pourriez voter pour Nicolas Sarkozy? Je ne sais pas. Je ne me mets pas toujours dans les hypothèses que vous souhaitez. Très bien. Nadine Morano, elle a plutôt sa place chez les Républicains ou plutôt au Front National ou plutôt chez elle? C'est eux que ça regarde, mais ça n'est pas une amie du Front National. Étant républicaine, si j'ose dire, plutôt les Républicains, elle a toujours été une adversaire politique, mais elle est plutôt sympathique. Mais en parlant de race blanche, par exemple, elle se rapproche de... La fille de Madame Angot, il en faut dans la politique. Non, mais Monsieur Le Pen, la sympathie, c'est pas le seul critère pour entrer au Front National. Est-ce que ces idées sont compatibles avec les je crois que Nadine Morano est une patriote. Et à ce titre, elle pourrait entrer au Front National. D'accord. Il y a des gens moins patriotes qu'elle qui y sont sans doute aujourd'hui. Donc pour elle, elle n'a pas dérapé. C'était pas du tout un dérapage. Non, écoutez, c'est la liberté de penser. Nous ne sommes pas aux États-Unis où, Dieu merci, là-bas, avec l'amendement numéro 1, on peut tout dire, tout penser. C'est pas le cas en France. Monsieur Le Pen, qu'est-ce que vous pourriez refaire un jour? Créer un nouveau parti, dire du bien de Florian Philippot ou vous présenter à une élection? Non, ça m'étonnerait, mais je n'exclus aucune hypothèse. Même dire du bien de Florian Philippot? Non, seul de M. Philippot, non, parce qu'il s'est en quelque sorte exclu lui-même de mes propres sympathies. Mais vous pourriez vous représenter à une élection? On ne sait pas. Oui, M. Essebsi a 1 an de plus que moi en Tunisie, et c'est lui qui gouverne. Pourquoi pas? Tant que j'en aurai la force intellectuelle et physique. Et créer un nouveau parti? Il n'y a pas d'âge pour les braves. Créer un nouveau parti, ça vous tenterait? Écoutez, si j'étais obligé de le faire, si c'était le service du pays qui l'exigeait, je le ferais. Pour l'instant, le pays ne l'exige pas. Pour l'instant, non. Pour l'instant, je suis devant la justice. J'ai déposé une requête de 60 pages pour contester la décision des 4 parcs du bureau d'exécution. Très bien. J'ai une dernière question. Demain soir, à la télévision, vous regarderez plutôt le film Speed sur Paris Première, La soupe aux choux sur France 3 ou Marine Le Pen dans Des paroles et des actes sur France 2. Je regarderai l'émission de Marine Le Pen à titre professionnel. Parce que pour savoir pour qui vous allez voter. Je suis encore parlementaire européen, par conséquent, j'ai des devoirs, et en particulier celui de m'informer le plus directement possible. C'est donc cette émission que je regarderai. C'est noté. Merci beaucoup pour ces réponses concises. On en a appris un petit peu plus sur vous, mais je vous laisse découvrir ce que vous n'êtes pas. C'est l'anti-portrait préparé par Amandine Collongette. Jean, ma belle. Pour vous, la famille, Jean-Marie Le Pen, c'est important? Pour moi, c'est le plus important. Ça, c'était le bon vieux temps, Jean-Marie Le Pen.
Aujourd'hui, vous n'êtes plus le bienvenu au FN. Cette organisation se délite à une vitesse vertigineuse. Vous vous êtes fait virer par votre propre fille. Depuis le 20 août, les portes du FN vous sont fermées. Mais vous n'avez peur de rien, Jean-Marie Le Pen. Vous assignez le parti en justice, vous demandez à être réintégré et la bagatelle de 2 millions d'euros. Les derniers actes qui ont été les siens sont, à mon avis, inadmissibles. L'homme qui persiste, malgré son âge, à vouloir jouer le vieux comédien shakespearien, me gonfle. Jean-Marie Le Pen se fait partie du passé. Oui, il m'emmerde, oui. Je pense qu'il ne doit plus pouvoir parler au nom du Front National. Jean-Marie Le Pen, vous n'êtes pas le roi de l'apaisement. Votre famille est en crise. Chez vous, c'est un peu tous les jours les feux de l'amour. Dernière réconciliation en date avec votre petite fille, Marion Maréchal Le Pen. Bonjour ma belle, tu vas bien? Oui. Bah nickel. Vous apportez votre soutien à sa candidature, tête de liste en région PACA, et pourtant... Les relations sont compliquées en ce moment. En ce moment, Voilà. c'est compliqué. Même vous. Bah même moi, manifestement, il m'en veut aussi. Jean-Marie Le Pen, vous n'êtes pas à la retraite. Vous êtes partout, et surtout là, on ne vous attend pas. Jeanne, au secours! Si on résume, Jean-Marie Le Pen, avec votre fille, vous êtes fâché. Avec votre petite fille, ça reste compliqué et votre avenir au sein du FN semble être parti en fumée. Voilà pourquoi, Jean-Marie Le Pen, il fallait vous inviter. Alors, Monsieur Le Pen, votre fille est aujourd'hui traduite en justice pour une provocation très proche de celle que vous avez commise par le passé. Je voudrais savoir comment vous recevez cette ironie de l'histoire tout court et de l'histoire familiale. Bien, je dis, dans la louche de l'histoire, il y en a pour tout le monde. Je pense que ça aura peut-être porté Marine Le Pen à une meilleure compréhension de la liberté d'expression. En l'occurrence, j'ai eu la surprise d'ailleurs de voir que le parquet réclamait la relaxe. C'est rare, tout de même dans les affaires, ça prouve que l'affaire était de petite importance et que les plaintes n'étaient pas justifiées. Encore une fois, c'est tout le problème de la liberté d'expression politique. Si les élus n'ont pas le droit d'exprimer ce que pensent les électeurs qui les ont portés dans les assemblées où ils siègent, alors il n'y a pas de démocratie, c'est purement verbal. Mais il n'y a pas de réponse si on esquive la question. Si moi, c'était pas ma question. C'est vous avez été exclu pour des propos très proches de celle qu'a tenue Marine Le Pen sur l'occupation. Il y a une certaine ironie de l'histoire, vous ne m'avez pas répondu là-dessus. Oui, encore qu'il n'y a pas beaucoup de rapport, parce que ce que j'ai dit me paraissait ne pas avoir de connotation politique ou politicienne particulière. C'est simplement une manière de l'interpréter qui permet à certaines personnes de m'attaquer. Il faut bien trouver un angle pour attaquer des gens qui sont, sur le plan général, plutôt inattaquables. Mais est-ce que ça ne met pas à mal l'idée qu'il y aurait deux fronts nationaux, un front national diabolique que vous incarnez, si je puis me permettre, et un front national dédiabolisé qu'incarnerait Marine Le Pen, puisque, en fait, vous tenez les mêmes propos et vous êtes poursuivi en justice pour les mêmes propos. Je crois même que dans certains discours, Marine Le Pen est ultra jean-mariste, si j'ose dire. Ce qui contraste avec sa politique d'exclusion, non seulement de ma personne, mais aussi de tous ceux qui expriment une réserve quelconque à l'égard de sa politique ou de son bureau. Dans les partis politiques, ce débat est normal et constitue en quelque sorte la vie démocratique du mouvement. Au Front National, depuis quelque temps, eh bien, il faut avoir la pensée unique s'est imposée aussi au Front National. Vous voulez dire que sous votre férule, le Front National discutait, était un parti plus démocratique que sous la férule de votre fille? Je le crois, de surcroît. Je rappelle que quand même, il fallait construire ce parti dans une atmosphère de totale hostilité de toutes les forces du pays. Et par conséquent, c'était un petit peu plus directif peut-être que ça n'aurait pu l'être dans un autre parti. Mais Marine Le Pen a aujourd'hui entre les mains un appareil qui normalement devrait permettre la libre discussion, car la démocratie a quelques inconvénients, mais elle a aussi quelques avantages dont il ne faut pas se priver, à mon avis. Mais sur le fond de l'affaire, est-ce que c'est une phrase que vous auriez prononcée, que les croyants, d'assimiler les croyants à une force d'occupation? Non, pas du tout. C'est pas du tout les croyants, ce sont les gens qui occupent la rue, qui sont mis en cause. Vous savez qu'ils ne le font pas pour plaisir. Pour la liberté de circulation des citoyens. Par conséquent, leur action peut être librement jugée. Monsieur Le Pen, ils ne le font pas par plaisir, mais par obligation. Il n'y a pas assez de place dans la mosquée. Deuxièmement, c'est limité à 1 heure. C'est limité à 1 heure par semaine. Et troisièmement, c'est une tolérance
qu'on applique à certains rites catholiques ou rites juifs. Pourquoi dans un cas c'est un problème et dans l'autre ça ne l'est pas? Posez la question à Marine Le Pen. Non mais vous, puisque vous êtes elle qui a d'accord. été mise en cause. Mais non, mais vous êtes d'accord avec elle, donc je vous pose la question. Je suis, moi, pour la liberté de circulation dans les rues. Et si les gens veulent faire la prière, ils peuvent très bien la faire chez eux, comme le font d'ailleurs beaucoup de musulmans. Mais pourquoi la tolérance envers les catholiques et les juifs ne s'appliquerait pas aussi? Je trouve Pour certains pèlerinages, on accepte de la part des catholiques une occupation de la voie publique. Pour une fête juive spécifique, c'est également le cas. Pour les fêtes juives, il y a des militaires et il y a des grillades. C'est également le cas. C'est un peu différent. Pourquoi ne pas, à ce moment-là, s'en prendre à tout le monde? Pourquoi cette obsession anti-musulmane? Je ne crois pas qu'il y a... non, il n'y a pas d'obsession anti-musulmane. Au Front National, je me permettrai de vous rappeler que j'ai été le premier homme politique à présenter un arabe à la députation à Paris en 1957 et le premier à faire élire une musulmane en 86 au Conseil régional d'Île-de-France. C'est dire que de ce côté-là, je suis... Chaque anti-musulman a son musulman, chaque antisémite a son juif. Vous connaissez la règle. Oui, bien sûr. Oui. Si vous voulez absolument me qualifier de cette manière, vous ne tromperez personne, parce qu'au cours de ma vie politique, j'aurais été l'objet à ce moment-là de manifestations très concrètes de la part des musulmans. Ça n'a jamais été le cas. J'ai même été sur la dalle d'Argenteuil, vous voyez. Alors, Monsieur Le Pen, que beaucoup d'hommes politiques ne peuvent pas faire. Prenons un autre angle des rapports entre vous et votre fille. J'entends beaucoup, je ne sais pas ce qu'il faut en penser, des explications psychanalytiques sur vos rapports, c'est-à-dire que vous êtes comme le dieu Chronos, qui voudriez tuer vos enfants, qui ne supportez pas le succès de vos enfants, et qui ne supportez pas que Marine Le Pen fasse mieux que vous à la présidentielle et de 2012, bon là c'était pas évident, je vous l'accorde d'avance, et surtout à celle de 2017. Qu'est-ce que vous pensez de ces explications? Est-ce que vous pensez qu'elles sont fantaisistes? Est-ce que vous pensez qu'il y a au fond quelque chose de vrai, même malgré vous? Comment vous appréhendez ces explications psychanalytiques qui tournent depuis des mois autour de votre conflit avec votre fille? Écoutez, c'est dérisoire, parce que très concrètement, c'est moi qui ai décidé de ne pas me représenter au Congrès où j'aurais pu être réélu président, une fois de plus. Bon. Et qui est passé le flambeau en laissant la liberté au Congrès de choisir entre deux candidats de valeur, qui étaient M. Gollnisch et Mme Le Pen. Vous avez même fait campagne pour votre fille. Mais j'ai en effet fait campagne pour ma fille pour des raisons que j'avais exposées d'ailleurs à Bruno Gollnisch. Et c'est donc le Congrès qui a choisi. Alors que lui, vous avez soutenu contre Maigret, c'était pas très... C'est tout à fait différent. C'est le Congrès qui a choisi, ça n'est pas moi. Si c'était à refaire aujourd'hui, vous soutiendriez encore Marine Le Pen? Dans les circonstances... Aujourd'hui, oui, exactement. Bien sûr que non. Puisqu'elle prend une position d'hostilité systématique à mon égard et à l'égard des gens qui me soutiennent ou qui m'appuient. Par conséquent, certainement pas. Je ne suis pas masochiste. Donc c'est vous qui vous êtes fait avoir, en fait. Je ne me suis pas fait avoir. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Vous connaissez le proverbe, fais ce que doit, advienne que pourra. J'ai fait ce que je devais, j'ai passé le flambeau. J'ai été un militant absolument fidèle dans les 4 dernières années. J'ai été un candidat performant aux élections européennes, puisque j'ai fait 33% en PACA et fait passer 5 députés européens. Quand je n'ai pas Est-ce que ça veut dire que Bruno Gollnisch aurait été un meilleur président du Front National aujourd'hui? C'est possible, il aurait pu être président, il avait les qualités pour l'être. Il aurait été meilleur que Marine Le Pen? J'ai pensé que compte tenu de son âge, compte tenu du fait que le courant mondial portait au gouvernement des femmes, compte tenu du fait que Marine avait un nom emblématique, si vous voulez. Si vous voulez lancer le cognac Bitru, il vous faudra 20 ans avant de Monsieur Le Pen, vous n'avez pas répondu. Vous n'avez pas répondu à la question d'Éric Zemmour. C'est bien évident. C'est pas parce que vous avez soutenu dans un premier temps Marine Le Pen que vous n'avez pas pris ensuite ombrage de son succès. Donc vous n'avez pas répondu pas du tout, à la question psychanalytique. J'ai contribué à son succès en étant candidat performant, si j'ose dire. Donc en fait c'est grâce à vous, quoi. Pardon. Donc vous n'êtes nullement agacé et jaloux de ses succès. Mais pas du tout. Ce succès d'ailleurs, si les gens qui dirigent le Front pensaient que cette montée du Front National est due à leur mérite personnel, ils feraient une grande erreur. Certes, le travail qu'ils font, en effet, participe à cette montée pour 10%. Mais 90% de la montée du Front National est en effet événementielle. Elle tient à la ruée massive de l'immigration du tiers-monde et tout de même au fait que ceci avait été
analysé et dénoncé depuis des décennies par moi-même. Par conséquent, les gens disent, dans le fond, le Front National avait raison, il avait vu clair. Par conséquent, c'est pour lui que nous allons voter. Très bien. Alors, abandonnons la psychanalyse et revenons à la politique. Ce qui m'a intéressé dans votre conflit récemment, là depuis des mois, c'est qu'en fait, votre interview était très intéressante pour ça et très édifiante. Vous faites des critiques au Front National sur l'augmentation du SMIC, sur la retraite à 60 ans, sur l'étatisme excessif. En fait, vous faites des critiques de droite, libérales, contre un parti, et Nolo peut témoigner, je l'avais expliqué ici dès la présidentielle de 2012, tu te souviens, qui s'est considérablement gauchisé, sous l'influence de Philippot et de Marine Le Pen, qui s'est chevènementisé, et encore une fois je parle sous contrôle de Nolo parce que je l'avais expliqué dès la présidentielle de 2012. Donc si vous voulez, vous faites en fait une critique de droite, libérale. D'ailleurs, c'est un moment assez bizarre parce que pendant que vous étiez président, les électeurs de la droite, disons modérée pour parler vite, étaient scandalisés par vos positions sur l'immigration et étaient très proches de vous sur le plan économique. Aujourd'hui, tous les sondages prouvent que, au contraire, ces mêmes électeurs sont d'accord à 90% avec le Front National sur l'immigration, vous venez de le dire, mais en revanche, sur l'économie, ils sont considérablement éloignés du Front National, qui est devenu plus socialiste que les socialistes et plus proche de Mélenchon qu'autre chose. Donc en fait, vous êtes plus proche aujourd'hui des électeurs républicains du Front National. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? Je vous en donne acte, mais je rappelle que quand Philippot déclare qu'il est chevènementiste, chevènement d'ailleurs jamais vu. Oui, il ne le revendique pas d'ailleurs. Oui. Dans les maigres troupes qui étaient les siennes, cependant il n'a pas distingué Philippot. Mais il ne faut pas oublier que chevènement, qui passe quelquefois pour un homme de droite, parce qu'il est souverainiste. Il est patriote en tout cas. Il est patriote, mais il était la gauche du Parti Socialiste. Le CRS, c'est la gauche du Parti Socialiste. Par conséquent, il est assez normal que les gens influents à la tête du Front National et qui s'inspirent de chevènement, eh bien, essayent de gauchir le mouvement. Ils n'ont pas essayé, ils ont réussi. Je crois que ça va à l'envers de ce que pensent les électeurs du Front National. Même les électeurs ouvriers ? Oui, même les électeurs ouvriers. Ça marche dans les urnes, monsieur Le Pen. Apparemment, ça marche dans les urnes. C'est ce que vous répondra Philippot. Philippot vous dira, ça marche dans les urnes. Oui, mais écoutez, c'est pas une preuve. Je viens de vous dire que 90% de l'explication du succès, enfin, de la montée très rapide du Front National sont liées à la dégradation de la situation en France, chômage, immigration, insécurité, tout le reste. Vous voulez me dire que, parce que c'est important, il y a un très gros électorat ouvrier aujourd'hui au Front National. Hein, on est d'accord, c'est le premier parti ouvrier. Il y a un électorat ouvrier de plus en plus restreint en France. Mais qui vote de plus en plus Front National. Mais ce qui reste est en effet en faveur des solutions nationales du Front National. Vous pensez que ces gens ouvriers voteraient quand même pour le Front National, même si celui-ci avait un programme plus libéral, avec la retraite à 65 ans, avec la suppression des 35 heures, etc. Non, mais c'est une question qu'on se pose, et parce que Philippot répondrait, et par la bouche de Nolo, que dans ce cas-là, vous risqueriez de perdre cet électorat. C'est la question que je pose. Vous permettez que je vous réponde par une anecdote. Un jour, le directeur des renseignements généraux de la PACA m'a dit, savez-vous, monsieur le président, que les dockers de Marseille votent pour vous? Oh, je lui ai dit, peut-être quelques-uns. Non, il m'a dit, ils votent tous pour vous. En bas, ils sont CGT et communistes, mais ils habitent les quartiers nord. Donc vous voulez dire que la question ethnique prime la question sociale. La question migratoire plutôt que la question ethnique. Si vous voulez, voilà. La question migratoire prime la question sociale. Bien sûr, je le crois, absolument. C'est une discussion avec Calfon. Mais est-ce que la mauvaise nouvelle pour le Front National n'est pas venue de Grèce? La promesse du Front National, c'est la promesse d'une rupture. C'était la promesse de Syriza. On a vu ce qu'il en a été, capitulation en race campagne. Et là, c'est le grand talon d'Achille du Front National. Parce qu'on sait très bien que tant que vous êtes dans l'opposition, vous pouvez promettre une rupture générale. Mais une fois que vous seriez au pouvoir, j'utilise le conditionnel, je ne le souhaite pas, loin de là, vous seriez obligé d'en passer sous les fourches codines des uns et des autres et que rien ne changerait sauf une catastrophe. C'est un problème qui ne se posera à moi que comme commentateur. Puisque je ne suis pas un des dirigeants du Front National. Encore que j'en reste président d'honneur. Mais j'allais compléter la question de mon camarade en vous disant, la question de mon camarade se devient beaucoup plus forte. En plus, quand il y a votre fille à la tête
du parti et que c'est plus vous. C'est-à-dire que est-ce que avec votre fille, on n'a pas plus de chances de l'avoir cédé à l'Europe, aux politiquement corrects médiatiques, etc., que lorsque vous étiez président? Je ne saurais m'engager pour elle. C'est clair, ça. Cela étant, encore une fois, je n'ai jamais, depuis 4 ans, parlé au nom du Front National. Il me suffit de parler en mon nom personnel. Et je le ferai, je le fais aujourd'hui, je le ferai demain, si Dieu me prête vie. Et par conséquent, je suis président d'honneur du Front National. Et à ce titre, fondateur, dirigeant pendant près de 40 ans. Par conséquent, j'ai une certaine audience au sein du Front National, et même au-delà, et même sur le plan international. Je reformule ma question. Pensez-vous, Monsieur Le Pen, que ce programme de rupture radicale soit réaliste et applicable? En l'occurrence, on aperçoit qu'il n'est pas contenu dans les discours actuels de Marine Le Pen, qui centre sa pensée sur le phénomène qui intéresse les Français au premier chef. Il y a un programme économique au Front National. La vague migratoire. D'accord, mais il y a un programme économique au Front National. Oui, il y a un programme économique, bien sûr, il y en a dans tous les partis. Oui, heureusement. Je ne sais pas ce que fera Marine Le Pen, c'est à elle qu'il faut le demander. En tout cas, vous ne souhaitez pas qu'elle fasse ce qu'il y a dans le programme économique du Front National aujourd'hui. Non, mais je me permets de discuter de l'utilité d'un certain nombre de mesures. Il me paraît qu'il y a des choses beaucoup plus importantes, beaucoup plus graves qui menacent les Français, et la France et l'Europe, et en particulier cette déferlante migratoire dont j'accuse les dirigeants politiques de n'avoir pas su la prévoir alors qu'elle était prévisible. Gouverner, c'est prévoir. Ils n'ont pas prévu. Quel est le phénomène fondateur ? C'est le fait que la population mondiale est passée de 1 à 7 milliards d'habitants et continue de croître. Par conséquent, le débordement, je dirais accéléré par la vision d'une Europe télégénique qui est attractive pour des malheureux qui crèvent de faim. Et il est évident que ce torrent ne va pas cesser, contrairement à ce qu'on croit quand la télévision n'en parle plus. On dit, ça doit être réglé. La question migratoire ne résume pas tout un programme. Êtes-vous favorable à la sortie de l'euro? Êtes-vous favorable à la sortie de l'Union européenne, etc. Oui, etc. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas non plus Je considère que l'Union européenne est un carcan pour les nations européennes. Elle les prive de leur souveraineté et de leur capacité de se défendre. Nous n'avons pas de frontières, nous n'avons plus de personnel de contrôle des frontières, et par conséquent, face à ce déluge migratoire, les dirigeants français et européens restent pantois, comme Madame Merkel, qui a changé de position en 24 heures. Elle n'est pas restée pantois. Elle au moins elle a réagi, Monsieur Le Pen. Elle au moins elle a réagi, Madame Merkel. Elle au moins a réagi, elle n'est pas restée pantois. Elle a réagi, vous pouvez contester. Peut-être qu'elle dit n'importe quoi, elle dit une chose et son contraire. Elle fait une promesse d'accueillir 1 million de 800 000 migrants cette année en Allemagne, et quand ils arrivent, qu'ils déferlent, elle ferme les frontières. Alors c'est quoi votre solution? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, madame. Vous savez, le général MacArthur a utilisé une formule intéressante. Il a dit, il y a 2 mots qui expliquent tous les échecs. C'est too late, trop tard. Avoir su trop tard, avoir compris trop tard, avoir agi trop tard. Et il est déjà bien tard. Il est minuit moins 1, docteur Schweitzer. Bon, il est minuit moins 1, il n'est pas minuit 1. Alors qu'est-ce qu'on fait? Minuit moins 1. Mais écoutez, nous ne sommes pas au pouvoir. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je pense qu'il faut retrouver notre souveraineté, et s'il le faut, sortir de l'euro, sortir de l'Europe. Sortir de l'euro aussi. Procéder à une mobilisation, parce que, contrairement à ce que croient les Français, nous sommes en guerre. C'est une guerre très différente des guerres précédentes, qui étaient des guerres militaires. Ça, c'est une guerre dont les troupes sont civiles. Et par conséquent, la manière de réagir contre cet assaut, en quelque sorte, est très différente. Il faut de l'imagination et de la volonté. Je n'entends pas vos solutions, Monsieur Le Pen. Pardonnez-moi. J'entends pas vos solutions, là. Non, attendez. J'entends votre diagnostic, je n'entends pas vos solutions. Oui, attendez, oui, mais je dis, retrouver les instruments de la souveraineté, retrouver nos frontières. Écoutez, si j'étais au pouvoir, je dirais aux gens qui sont à l'extérieur, ne venez pas chez nous, parce que si vous venez, vous n'aurez droit à rien. À rien, parce que je pratique la préférence nationale. Vous n'aurez pas droit à l'école pour vos enfants, ni au logement, ni non plus à l'hôpital, sauf pour des raisons extrêmement urgentes. Ça, c'est l'immigration illégale. Vous n'aurez pas droit aux allocations diverses. Oui. Vous n'aurez droit à rien. Alors restez chez vous, ou bien allez en Arabie Saoudite, pourquoi pas, ou dans les pays environnants. Ça, c'est l'immigration illégale. Pardon? C'est l'immigration illégale à laquelle vous vous adressez. L'immigration légale,
À zéro aussi, d'accord. Voilà, nous sommes dans une situation l'irréalisme est quand même une politique. Nous sommes dans une situation de submersion. Et par conséquent, nous devons nous défendre comme si nous étions, car nous sommes en guerre. Monsieur Le Pen, pardonnez-moi de revenir à des sujets plus prosaïques. C'est-à-dire que pour ça, il faut arriver au pouvoir, pour mettre en œuvre un tel programme. Et pour arriver au pouvoir, il faut qu'une partie importante de l'électorat de droite se reporte sur le Front National. Or, ce qu'on a constaté aux dernières élections, c'est qu'il ne le fait pas. Et pourquoi il ne le fait pas ? Parce qu'il est en opposition, c'est pour ça que je vous interroge depuis tout à l'heure là-dessus, il est en opposition sur le programme économique et en particulier sur la sortie de l'euro. Donc est-ce qu'il ne serait pas de bonne tactique que de renoncer provisoirement à la sortie de l'euro pour accueillir cet électorat-là et pour arriver au pouvoir? Parce que c'est ça le but du jeu, sinon ça ne sert à rien, vous êtes d'accord? Je pense que vous avez raison et c'est sans doute ce que vous feriez puisque vous êtes donné comme un candidat potentiel et même un président potentiel. En conséquent, mais vous ne croyez pas que non mais sérieusement, je pense que quand il y a le feu à la maison, on ne range pas la bibliothèque. Eh ben alors on est d'accord. Je pense que ce qui est capital aujourd'hui, c'est de conserver la liberté, la sécurité et l'indépendance de la France par rapport au monde extérieur. Et ça, c'est encore une fois une notion qui est presque une notion de guerre. Et donc vous êtes d'accord, l'euro n'est pas prioritaire? Bien sûr que non, mais enfin, alors on renie certaines... En revanche, ne pas tenir compte... c'est un désaccord avec Philippot et Marine Le Pen. Ne pas tenir compte des décisions de l'Union européenne, ça, c'est un des moyens de recouvrer notre indépendance, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas. Et s'ils ne le veulent pas, ils nous mettront à la porte, c'est très bien. Votre petite fille est bien placée en PACA, admettons qu'elle arrive aux responsabilités régionales. Quelles mesures devrait-elle prendre pour avoir votre assentiment? Qu'est-ce que c'est qu'une région, administrée par le Front National? En quoi se distingue-t-elle des autres? Non, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour PACA? Moi, j'arrive pas à comprendre ce que c'est qu'une région administrée par le Front. Vous voulez toujours savoir ce qui va se passer après-demain, vous les journalistes. Non, je veux savoir vos convictions. Je veux savoir vos convictions. C'est un petit curieux. C'est un petit curieux. Quelle serait une politique? Nous sortons de 18 ans de gouvernement socialiste, de M. Vauzel, et d'une majorité socialo-écolo-communiste. Et donc nous allons faire une politique différente, une politique qui évidemment prendra en compte le fait que la région est une notion importante, capitale, mais qu'elle est secondaire par rapport aux problèmes généraux, aux problèmes nationaux. La PACA, c'est une des régions de France. Et si la France perd son indépendance ou sa sécurité, la PACA ne pourra rien faire de particulier pour se défendre. Donc elle ne peut rien faire. Ça sert presque à rien que... qu'elle ne peut rien faire. Marion Maréchal Le Pen soit élue. J'avais souhaité, d'ailleurs, quand j'étais tête de liste moi-même, j'avais dit que je ne serais pas président, que je serais Bruno Gollnisch, que je désignerais pour cette fonction. J'avais donné le même conseil à Marion Maréchal Le Pen. Cela dit, elle fait ce qu'elle veut. C'est sous sa responsabilité. Est-ce que vous allez la conseiller? Mais si on me demande conseil, je n'irai pas la conseiller de mon propre chef. Si on vous demande conseil, quel conseil allez-vous lui donner? Permettez que je garde dans l'intimité. Non, vous êtes un homme politique, je veux connaître votre programme. Je veux connaître votre programme. C'est pas un entretien amical. Je ne peux répondre qu'aux questions qu'on me posera à ce moment-là. Est-ce que pas les inventer. Monsieur Le Pen. Autrement, je pourrais être accusé de vouloir gouverner à sa place. Monsieur Le Pen, vous vous êtes donc réconcilié avec votre petite fille. Imaginons, et d'ailleurs, parce que j'ai de la suite dans les idées, elle est beaucoup plus proche politiquement et idéologiquement de votre positionnement que sa tante Marine Le Pen. Est-ce qu'on peut imaginer, en cas de victoire de Marion Maréchal Le Pen en PACA, une tentative de putsch au sein du Front National, Jean-Marie et Marion contre Marine Le Pen? Non, il n'y aurait pas de putsch. Ce que je souhaiterais, moi, c'est un congrès. Un congrès des adhérents, un congrès physique, pas un congrès postal. Un putsch légal. Un congrès où on pourrait exposer son point de vue. Je note simplement au passage qu'au dernier congrès, Marion Maréchal Le Pen était la seule députée du Front. Elle était de surcroît en tête. Elle était la première élue au comité central. Elle n'a pas eu droit à 5 minutes de discours. Mais ça, c'est votre ami Philippot qui règle ça. Je ne sais pas. Très bien. En tous les cas, c'est pas lui qui est président en titre. C'est. Mais peut-être, voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Très bien, merci. Merci Jean-Marie Le Pen. C'est déjà la fin de cet entretien. Merci beaucoup. Et oui, vous reviendrez.
Alors justement, nous assistons cette semaine à un véritable show orchestré par les médias, le grand retour de Nicolas Sarkozy. Alors, suspense sur le Facebook, le 20h de France 2, hier soir un grand meeting dans le Nord. Vous semble-t-il être un adversaire potentiel à considérer pour Marine Le Pen en 2017? Moi, je considère que c'est une chance. J'ai dit que c'était du gâteau, c'était même une cerise sur le gâteau. Parce que je crois que M. Sarkozy est très démonétisé et qu'il n'a pas beaucoup changé. Il a dit que j'ai changé, mais il a changé parce qu'il a rasé sa barbiche de bobo qu'il portait il y a quelques semaines encore. Il s'est présenté en candidat sérieux avec beaucoup d'avance et il se met dans le rôle de la tortue, mais elle n'arrive pas toujours non plus à destination, la tortue. Et j'ai trouvé un homme plutôt vieilli, rabâchant des histoires assez contradictoires. Je rappelle quand même que les points qu'il a soulevés, Schengen, etc., c'était lui qui était au pouvoir. Et il faut savoir que Sarkozy, en matière d'insécurité, a eu 10 ans de responsabilité, 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président de la République. Les réformes qu'il propose sont aberrantes. Il propose le référendum, mais le référendum sur des sujets dérisoires d'ailleurs, la diminution du nombre des parlementaires, le découpage régional. Mais il y a eu un sondage, il y a eu un référendum qui a été fait en 2005 et en 2008, c'est M. Sarkozy qui l'a trahi, car les Français avaient rejeté la Constitution européenne par 55% des voix, et M. Sarkozy l'a fait passer au Congrès, n'est-ce pas? C'est-à-dire derrière le dos du peuple français. Il n'est pas sérieux, ce garçon-là. Il n'est pas sérieux. Alors, il va réunir peut-être, je ne sais pas si Big Malion est toujours dans le coup, mais qu'un certain nombre de gens dans ces meetings, ça n'ira pas loin. Ça réunit quelques fidèles de M. Sarkozy. Je crois qu'il est sans impact sur l'opinion française. Alors justement, nous assistons cette semaine à un véritable show orchestré par les médias, le grand retour de Nicolas Sarkozy. Alors, suspense sur le Facebook, le 20h de France 2, hier soir un grand meeting dans le Nord. Vous semble-t-il être un adversaire potentiel à considérer pour Marine Le Pen en 2017? Moi, je considère que c'est une chance. J'ai dit que c'était du gâteau, c'était même une cerise sur le gâteau. Parce que je crois que M. Sarkozy est très démonétisé et qu'il n'a pas beaucoup changé. Il a dit que j'ai changé, mais il a changé parce qu'il a rasé sa barbiche de bobo qu'il portait il y a quelques semaines encore. Il s'est présenté en candidat sérieux avec beaucoup d'avance et il se met dans le rôle de la tortue, mais elle n'arrive pas toujours non plus à destination, la tortue. Et j'ai trouvé un homme plutôt vieilli, rabâchant des histoires assez contradictoires. Je rappelle quand même que les points qu'il a soulevés, Schengen, etc., c'était lui qui était au pouvoir. Et il faut savoir que Sarkozy, en matière d'insécurité, a eu 10 ans de responsabilité, 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président de la République. Les réformes qu'il propose sont aberrantes. Il propose le référendum, mais le référendum sur des sujets dérisoires d'ailleurs, la diminution du nombre des parlementaires, le découpage régional. Mais il y a eu un sondage, il y a eu un référendum qui a été fait en 2005 et en 2008, c'est M. Sarkozy qui l'a trahi, car les Français avaient rejeté la Constitution européenne
par 55% des voix, et M. Sarkozy l'a fait passer au Congrès, n'est-ce pas? C'est-à-dire derrière le dos du peuple français. Il n'est pas sérieux, ce garçon-là. Il n'est pas sérieux. Alors, il va réunir peut-être, je ne sais pas si Big Malion est toujours dans le coup, mais qu'un certain nombre de gens dans ces meetings, ça n'ira pas loin. Ça réunit quelques fidèles de M. Sarkozy. Je crois qu'il est sans impact sur l'opinion française. Alors justement, nous assistons cette semaine à un véritable show orchestré par les médias, le grand retour de Nicolas Sarkozy. Alors, suspense sur le Facebook, le 20h de France 2, hier soir un grand meeting dans le Nord. Vous semble-t-il être un adversaire potentiel à considérer pour Marine Le Pen en 2017? Moi, je considère que c'est une chance. J'ai dit que c'était du gâteau, c'était même une cerise sur le gâteau. Parce que je crois que M. Sarkozy est très démonétisé et qu'il n'a pas beaucoup changé. Il a dit que j'ai changé, mais il a changé parce qu'il a rasé sa barbiche de bobo qu'il portait il y a quelques semaines encore. Il s'est présenté en candidat sérieux avec beaucoup d'avance et il se met dans le rôle de la tortue, mais elle n'arrive pas toujours non plus à destination, la tortue. Et j'ai trouvé un homme plutôt vieilli, rabâchant des histoires assez contradictoires. Je rappelle quand même que les points qu'il a soulevés, Schengen, etc., c'était lui qui était au pouvoir. Et il faut savoir que Sarkozy, en matière d'insécurité, a eu 10 ans de responsabilité, 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président de la République. Les réformes qu'il propose sont aberrantes. Il propose le référendum, mais le référendum sur des sujets dérisoires d'ailleurs, la diminution du nombre des parlementaires, le découpage régional. Mais il y a eu un sondage, il y a eu un référendum qui a été fait en 2005 et en 2008, c'est M. Sarkozy qui l'a trahi, car les Français avaient rejeté la Constitution européenne par 55% des voix, et M. Sarkozy l'a fait passer au Congrès, n'est-ce pas? C'est-à-dire derrière le dos du peuple français. Il n'est pas sérieux, ce garçon-là. Il n'est pas sérieux. Alors, il va réunir peut-être, je ne sais pas si Big Malion est toujours dans le coup, mais qu'un certain nombre de gens dans ces meetings, ça n'ira pas loin. Ça réunit quelques fidèles de M. Sarkozy. Je crois qu'il est sans impact sur l'opinion française. Alors justement, nous assistons cette semaine à un véritable show orchestré par les médias, le grand retour de Nicolas Sarkozy. Alors, suspense sur le Facebook, le 20h de France 2, hier soir un grand meeting dans le Nord. Vous semble-t-il être un adversaire potentiel à considérer pour Marine Le Pen en 2017? Moi, je considère que c'est une chance. J'ai dit que c'était du gâteau, c'était même une cerise sur le gâteau. Parce que je crois que M. Sarkozy est très démonétisé et qu'il n'a pas beaucoup changé. Il a dit que j'ai changé, mais il a changé parce qu'il a rasé sa barbiche de bobo qu'il portait il y a quelques semaines encore. Il s'est présenté en candidat sérieux avec beaucoup d'avance et il se met dans le rôle de la tortue, mais elle n'arrive pas toujours non plus à destination, la tortue. Et j'ai trouvé un homme plutôt vieilli, rabâchant
des histoires assez contradictoires. Je rappelle quand même que les points qu'il a soulevés, Schengen, etc., c'était lui qui était au pouvoir. Et il faut savoir que Sarkozy, en matière d'insécurité, a eu 10 ans de responsabilité, 5 ans comme ministre de l'Intérieur, 5 ans comme président de la République. Les réformes qu'il propose sont aberrantes. Il propose le référendum, mais le référendum sur des sujets dérisoires d'ailleurs, la diminution du nombre des parlementaires, le découpage régional. Mais il y a eu un sondage, il y a eu un référendum qui a été fait en 2005 et en 2008, c'est M. Sarkozy qui l'a trahi, car les Français avaient rejeté la Constitution européenne par 55% des voix, et M. Sarkozy l'a fait passer au Congrès, n'est-ce pas? C'est-à-dire derrière le dos du peuple français. Il n'est pas sérieux, ce garçon-là. Il n'est pas sérieux. Alors, il va réunir peut-être, je ne sais pas si Big Malion est toujours dans le coup, mais qu'un certain nombre de gens dans ces meetings, ça n'ira pas loin. Ça réunit quelques fidèles de M. Sarkozy. Je crois qu'il est sans impact sur l'opinion française. Merci Jean-Marie Le Pen d'être sur le plateau de 12-13 dimanche. Vous êtes député européen, fondateur du Front National, bien qu'exclu de votre parti par votre fille, qui dirige aujourd'hui le parti depuis 5 ans. Vous vous croisez malgré tout dans les couloirs du Parlement européen, j'imagine, à Strasbourg. Vous vous présentez toujours comme président d'honneur du Front National. C'est un titre qui n'existe pas dans l'organigramme du FN. Est-ce que c'est pas un peu de la provocation? Non, mais il existe, c'est une décision de l'Assemblée générale, du Congrès. Par conséquent, elle fait loi. Jusqu'à preuve du contraire. Mais c'est un titre honorifique. Non, pas du tout. C'est un titre qui comporte un certain nombre de prérogatives, dont en particulier le droit de participer à tous les organes du mouvement, quels qu'ils soient. Même si aujourd'hui vous êtes plutôt mis à l'écart par la direction actuelle du FN. Oui, mais si je le souhaite, je rentrerai, quand je voudrais, dans les assemblées en question. Eh bien, vous nous direz tout à l'heure ce que vous voulez faire, justement. En tout cas, on l'a bien compris, vous n'avez pas dit votre dernier mot. Et dans la perspective de la présidentielle, vous avez bien envie aussi de peser dans le débat. Et avant de revenir sur l'arrestation de Salah Abdeslam et de la lutte contre le terrorisme, je voudrais qu'on évoque la polémique autour de la date du 19 mars, choisie par François Hollande pour commémorer le cessez-le-feu en Algérie. Il a rendu hommage hier à toutes les victimes de la guerre en Afrique du Nord, mais il dit, attention, le 19 mars, ce n'était que le début de la paix, ce n'était pas la fin de la guerre, en rendant donc hommage à toutes les victimes, qu'elles soient harkis, pieds noirs. Vous lui accordez ça, au moins? Je crois que c'est une petite manœuvre assez misérable, électoraliste. Je pense que le président se souvient qu'il a probablement été élu par les anciens immigrés et il pense devoir sa prochaine élection peut-être aux électeurs qui viennent en effet d'Algérie. Je rappelle que 800 000 d'entre eux résidant en France ont voté pour la présidentielle algérienne. Ce sont les voix sur lesquelles compte, je pense, le président de la République. Alors, vous êtes contre le 19 mars? Le 19 mars, c'est un jour de deuil, parce que c'est le jour où le gouvernement français va ériger les Algériens du FLN en gouvernement à égalité, en quelque sorte, avec le gouvernement français, et fonder leur dictature sur le pays après avoir éliminé le MNA de Messali Hadj dans des massacres que l'on connaît, enfin, ou que l'on a oubliés. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Les troupes fraîches du FLN qui n'ont pas combattu vont rentrer de Tunisie et du Maroc en Algérie, où les troupes du FLN ont été battues par l'armée française, écrasées par l'armée française. Mais je voudrais vous poser cette question. Vous dites le 19 mars, c'est pas la bonne date. Jacques Chirac en avait trouvé une, c'était le 5 décembre, comme ça, au hasard. Quelle est la bonne date pour commémorer l'indépendance de l'Algérie? On ne peut pas oublier que s'il doit y avoir repentance de la France, cette repentance touche au massacre des harkis et des pieds noirs qui a été permis justement par le 19 mars. Et par la neutralité obligatoire, obligée de l'armée française. Mais des décennies après, cette polémique que vous entretenez, hein, vous dites, vous entretenez la mémoire, est-ce que c'est pas une façon aussi de flirter avec un certain sentiment anti-arabe?
Oui, écoutez, il y a un pays dans le monde où est entretenue la haine de la France de façon systématique, à la fois par ses élites, par sa presse, c'est l'Algérie. Depuis 50 ans... Mais à l'inverse, est-ce que vous n'alimentez pas un sentiment anti-arabe? Non, je ne crois pas. Il n'y a pas de rapport entre le sentiment anti-arabe et l'affaire d'Algérie elle-même, encore que le FLN a été une pièce maîtresse du soulèvement, en quelque sorte, contre l'Occident, un soulèvement qui n'était pas au départ très largement marqué par l'islam, mais qui l'est devenu progressivement au fur et à mesure que les masses musulmanes devenaient de plus en plus nombreuses. Alors on va parler du terrorisme, la menace permanente. L'arrestation de Salah Abdeslam en Belgique, 4 mois après les attentats de Paris, est une étape majeure et qui pose la question, évidemment, de la lutte contre le terrorisme. Il est 16h40 lorsque les policiers s'apprêtent à lancer l'assaut. Leur cible, Salah Abdeslam, 26 ans, l'homme le plus recherché d'Europe après les attentats de Paris. Très vite, Salah Abdeslam est arrêté, vivant. Il y a déjà eu des arrestations. Et il devra y en avoir d'autres. Car nous savons que le réseau était très large en Belgique, en France, dans d'autres pays européens. Ces résultats sont significatifs, mais ils ne marquent pas, bien entendu, l'achèvement de la lutte que nous menons sans relâche contre le terrorisme. Nous gagnerons la guerre contre le terrorisme en agissant sans trêve ni pause. On doit les exterminer. Les mots ont un sens. Nous devons les exterminer. Alors on va revenir sur certains de ces propos, Jean-Marie Le Pen. Mais d'abord, l'arrestation de Salah Abdeslam, vous vous en réjouissez, bravo aux polices belges. Écoutez, ce qui est important dans l'arrestation d'Abdeslam, c'est qu'il a fallu 4 mois pour y aboutir. Toutes les polices de France et de Belgique et d'Europe mobilisées à la recherche de ce personnage. Et il me semble que le délai qu'il a fallu pour l'arrêter était en lui-même significatif du fait qu'en Europe, et en tous les cas dans certains pays, les terroristes se promènent comme des poissons dans l'eau, comme disait Mao Tse-tung, n'est-ce pas? Et à Schaerbeek, à Molenbeek, mais à Bruxelles en général, mais dans beaucoup d'autres parties du pays, les terroristes sont chez eux. Ils se promènent sans risque. Quoi qu'il en soit, le combat contre le terrorisme va être long, a dit François Hollande. Bernard Cazeneuve dit la même chose. Quelles sont les solutions? Oui, je suis toujours inquiet quand j'entends ce genre de discours, parce que j'ai déjà entendu à plusieurs reprises, j'ai entendu les résolutions radicales, définitives, qui se terminent généralement par l'abaissement de nos défenses. Et je crains que, à la longueur du temps, nous soyons dans ce domaine-là frustrés. Quand Nicolas Sarkozy dit, avec des termes forts, les terroristes, il faut les exterminer, nous sommes en guerre, comment vous entendez ces propos? Oui, ce sont des mots, ça. Ce sont des mots, visiblement, M. Sarkozy s'efforce de déborder le Front National sur sa droite, ce qui est rendu moins difficile par la présence de M. Philippot, c'est vrai, mais c'est purement aussi, ce sont des paroles électorales. Quand M. Sarkozy a été au pouvoir, il n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire pour nous prévenir de ce genre de dangers qui est d'abord constitué par l'immigration massive, par les millions de gens qui sont entrés dans notre pays depuis 40 ans, et de responsabilité qui est à la fois celle de la gauche et de la droite, celle de M. Sarkozy lui-même. Par conséquent, le terreau du terrorisme, c'est la présence de millions d'immigrés en Europe et en France, et c'est cela, cela qu'il faut donner remède. Cependant, Salah Abdeslam, on va revenir à lui, il est de nationalité française. Il a été radicalisé en étant en contact avec des extrémistes islamistes. Comment empêcher des jeunes d'entrer en contact avec les filières djihadistes? C'est impossible, ça. Ce sont des mots. On ne peut pas empêcher les gens de se rencontrer. On ne peut pas, surtout quand ils vivent dans les mêmes quartiers, dans ce qui se constitue en fait comme de véritables ghettos volontaires, mais des véritables ghettos dans lesquels la police ne pénètre pas dans certains d'entre eux ou n'ose plus pénétrer. Mais quelle est la solution? Quelle est la solution? La solution consiste d'abord à mettre le holà à la politique d'immigration.
cesser la politique d'immigration, procéder à l'expulsion d'un certain nombre de gens qui ne respectent pas nos lois ni nos coutumes. Il faut supprimer le droit du sol qui permet d'accéder à la nationalité française aux enfants qui y naissent de ces gens et même des clandestins. Bon, il faut tout un ensemble, toute une politique nationale qui est par définition différente de celle menée par le Parti socialiste, en rappelant tout de même qu'il a été, en certaines de ses personnalités, complice du FLN. Monsieur Rocard, ancien Premier ministre, s'est vanté d'avoir porté les valises du FLN pendant la guerre, valises dont alors, on ne va pas revenir là-dessus, mais on va revenir... l'argent extorqué aux travailleurs algériens par la menace et la terreur. On va revenir à aujourd'hui, parce que l'une des pistes qu'évoque le gouvernement, et c'est en débat actuellement, c'est la déchéance de nationalité. Et ça, c'est une idée que vous défendiez. Marine Le Pen est allée la défendre dans le bureau de François Hollande après les attentats du 13 novembre. Il a repris cette idée-là. Ça vous a surpris ? Oui, non, mais cela allait sans dire. La déchéance, ce qu'il faut, c'est ne pas leur donner la nationalité française. Et c'est là qu'il faut porter le fer. Parce qu'il est entré dans notre pays, on ne sait pas combien. L'INSEE dit 12 millions d'étrangers en 40 ans. Azouz Begag dit, ancien ministre socialiste, qu'il y a probablement en France entre 15 et 20 millions de musulmans. Je ne sais pas où se trouve la vérité, puisqu'il n'y a pas de recensement officiel, malheureusement. Mais vous dites qu'il faut changer le droit du sol, il faut venir au droit du sang, c'est ça que vous dites ? Il faut supprimer le droit du sol, il faut réduire massivement. Mais ça veut dire quoi ? C'est le droit du sang ? De naturalisation, il faut rétablir nos frontières, rétablir comment dirais-je, une politique nationale et la souveraineté du pays, sortir, en tous les cas, se tenir à l'écart d'une Europe qui nous lie les mains derrière le dos et qui nous condamne à la défaite définitive. Alors, je voudrais qu'on parle d'autre chose. C'est la France et l'Europe qui sont confrontés à un autre défi, c'est l'accueil des réfugiés syriens, essentiellement. À partir d'aujourd'hui, l'accord européen se met en place. Ça veut dire que les réfugiés qui ont trouvé refuge en Grèce vont être renvoyés vers la Turquie. Est-ce qu'il y avait une autre solution, là, dans l'immédiat, dans l'urgence ? Non, mais d'abord, qui va les renvoyer ? Les Grecs. La police grecque va cerner les ramener aux Turcs. Je crois que cet accord est un accord criminel traité avec la Turquie, c'est-à-dire en fait avec 200 millions de Turcs. Parce qu'il y a 90 millions de nationalités turques, mais les turcophones ont la possibilité de devenir turcs par simple déclaration. C'est donc un accord que nous avons conclu avec un pays qui, libre circulation, avec un pays où il y a 200 millions de musulmans. Et d'autre part, on relance les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Europe, alors que la Turquie n'est pas un pays européen et qu'est évidemment l'entrée de 200 millions, enfin la possibilité d'entrée offerte à 200 millions de musulmans en Europe serait la fin rapide de l'Europe, qui est très menacée d'ailleurs. Pour terminer sur cette question, beaucoup critiquent le fait que l'Allemagne ait imposé son point de vue dans cette négociation. Mais après tout, est-ce que c'est pas normal, puisque c'est l'Allemagne qui fait le plus gros effort d'accueil de migrants ? Oui, pour l'instant, elle ne reçoit rien. Le blocage à Idomeni a l'inconvénient de ne pas laisser les gens entrer chez Madame Merkel. Passez-moi l'expression, Madame Merkel avait à peine ouvert les bras qu'elle a été obligée de serrer les jambes. N'est-ce pas ? Parce que son pays ne n'acceptera pas. Et je vais demander que la première des frontières à contrôler soit la frontière franco-allemande, parce que quand ils seront refoulés d'Allemagne, c'est en France qu'ils viendront. En tout cas, ça fait maintenant 7 mois que vous avez été exclu du Front National, le parti que vous avez fondé en 1972, il y a 44 ans. Depuis, les temps ont changé, les visages du Front National aussi, désormais donc dirigé par votre fille Marine Le Pen. Le Pen demande de l'aide. Veut-il sauver la France ou sauver sa peau ? Après 40 ans de règne absolu à la tête du parti, difficile pour Jean-Marie Le Pen de passer la main. 1956, le député poujadi Jean-Marie Le Pen est le Benjamin de l'hémicycle. Talentueux, tumultueux. Il y a une inquiétude du pays vis-à-vis de l'immigration sauvage en particulier. Dans les années qui suivent, Jean-Marie Le Pen va surtout s'illustrer par ses dérapages. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Coup de gueule et coup de maître en 2002. D'un cheveu, l'extrême droite est au deuxième tour de la présidentielle. Je me dis, mais si on gagne, qu'est-ce que je fais dans 15 jours ?
Mais après un score décevant en 2007, il transmet le flambeau à sa fille et elle va changer de cap. Elle n'a qu'un seul mot en bouche, la dédiabolisation, ce que son père ne supporte pas. Je n'avais pas la même vision que lui sur les événements de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que, lorsque vous avez parlé de points de détail, vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. Les derniers actes qui ont été les siens sont, à mon avis, inadmissibles. L'affront de trop. Vendredi, Jean-Marie Le Pen s'invitait à la tribune, contraignant sa fille à attendre qu'il se fasse acclamer pour commencer son discours. Le but, c'est de nuire au Front National. Président, figure emblématique du Front National. Ce soir, Jean-Marie Le Pen a été exclu de son propre parti. Je crois que le bureau exécutif a pris en réalité la seule décision qui était logique, qui s'imposait après des mois de provocations, de dérapages, même d'insultes contre certains dirigeants du Front National, y compris Marine Le Pen. Monsieur Le Pen, jusqu'où êtes-vous prêt à aller, monsieur Le Pen? Jusqu'au bout. C'est-à-dire, est-ce que vous allez attaquer? Jean-Marie Le Pen, quand vous revoyez les images du dernier défilé du 1er mai, quand vous êtes monté sur scène, est-ce que vous dites pas, là, aujourd'hui, je suis allé trop loin, j'en ai fait trop? Pas du tout, non. J'étais, si j'ose dire, l'inventeur de cette manifestation du 1er mai de Jeanne d'Arc et de la fête du travail depuis 35 ans ou 36 ans. Et cette année, je compte bien encore la recommencer. Alors justement, parce qu'il n'y aura plus de défilé officiel du Front National cette année pour des raisons de sécurité. Parce qu'on a prétexté la menace de Daesh. Eh bien, moi, j'appelle tous ceux qui n'ont pas peur de la menace de Daesh à se retrouver le 1er mai autour de la statue de Jeanne d'Arc. Le matin, je leur ferai un discours et il y aura du monde, j'en suis sûr. Contre l'avis du Front National? Ça n'a aucune importance. Les responsables du Front National, écoutez, je suis le bâtisseur du Front National. Je dis que j'en suis, je crois que j'en ai été l'organisateur et j'en suis intimement convaincu, l'âme du Front National. Par conséquent, les gens qui sont locataires du Front National aujourd'hui ne me feront pas la loi. Je souhaite m'entendre avec la direction du Front National parce que le Front National est la seule chance aux élections présidentielles de redresser notre pays. Alors, on va en parler justement avec Françoise Fressoz. On sent que vous êtes en réserve du FN. Françoise Fressoz, éditorialiste au Monde, qui est avec nous ce midi. Bonjour Francis. Bonjour Françoise. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, on peut dire qu'avec vous, l'aventure ne s'arrête jamais. On vient de voir que vous avez été exclu du parti que vous avez fondé. Et puis vous annoncez à 87 ans que vous voulez créer un nouveau mouvement. Comment il va s'appeler? Bleu, blanc, rouge? Non. À la vérité, nous allons faire des comités. Nous avons commencé déjà de les faire, des comités Jeanne d'Arc au secours. Au secours de la France, bien sûr, pas à notre secours personnel. Et ces comités ont pour but d'influencer, autant que faire se peut, la marche du Front National, parce que je pense que le Front National reste le seul moyen, en tous les cas pour 2017, le seul moyen de remporter la victoire nationale, et par conséquent, je ferai tout ce que je pourrai pour maintenir cette ligne. Vous entendez ce qu'on dit dans l'entourage de votre fille Marine, que Jean-Marie Le Pen, c'est le chant du cygne, qui compte plus, qu'il n'arrive plus même à créer quelque chose? Oui, moi je demande que l'on dise cela devant l'organe démocratique du Front National, qui est le comité central, que l'on n'a pas réuni, contrairement au statut l'année dernière, et qu'il faudra bien réunir l'entourage de Mme Le Pen, l'environnement du bureau politique, tout ça. Ça ne compte Mais Monsieur pas. Le Pen, en septembre, vous vouliez monter un mouvement, élus. vous n'avez pas réussi. On a l'impression que vous avez du mal à trouver des troupes aujourd'hui. Oui, mais écoutez, moi je m'efforce de ne pas rompre le lien des nationaux avec le Front National. Je demande aux nationaux de penser que leur unité est nécessaire à la victoire. Et je voudrais en convaincre Marine Le Pen, car si elle ne le comprenait pas, elle ne serait sans doute même pas au deuxième tour. Alors on est au cœur de votre différend. Vous, Marine Le Pen, elle a un objectif qu'elle affiche. Elle veut gagner en 2017 et on a l'impression que vous mettez toujours dans ses pattes pour l'empêcher de gagner. Pourquoi vous faites ça? C'est tout à fait faux. Je pense que je suis un atout pour la victoire de 2017. Mais pourquoi elle ne le voit pas comme ça? Je pense que même mon exclusion est un handicap radical pour cette manœuvre. C'est la raison, j'espère en convaincre non seulement Marine Le Pen, mais aussi le bureau politique du Front National. Et en tous les cas, j'espère en convaincre le comité central, qui encore une fois est l'organisme élu du Front. Très concrètement, la France apaisée, ce slogan, ça vous plaît pas du tout? Pardon? La France apaisée.
Le nouveau slogan du Front National. Du Front National. Oui, c'est un slogan, ça n'est qu'un slogan. La France apaisée, il faut au contraire mettre la France en alerte, car la France est en danger de mort. Parce que la politique d'immigration qui a été menée depuis 40 ans, qui se mêle à la fois à la poussée de l'islamisme conquérant, au terrorisme, et compte tenu du déficit démographique de l'Europe et de la France, nous sommes dans une situation dangereuse, presque un risque mortel. Et il faut donc appeler, non pas à l'apaisement, mais au contraire à la mobilisation. Donc c'est une mauvaise stratégie de la part du Front National que de choisir la France apaisée. Je le crois, absolument. Alors, la France n'a pas besoin d'apaisement, elle a besoin de vérité, elle a besoin de liberté, elle a besoin d'action nationale. Quand vous voyez Marine Le Pen partir au Canada pour faire campagne, quand vous la voyez en retrait médiatique, quand vous voyez Florian Philippot, le numéro 2, qui est en grande exposition médiatique, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que c'est Philippot qui a pris le pouvoir au Front National? C'est un petit peu vrai, en tous les cas c'est l'apparence. En politique n'existe que ce qui paraît exister, et de toute évidence le retrait médiatique de Marine Le Pen a eu pour conséquence la promotion médiatique de M. Philippot, qui n'est pas le meilleur des truchements. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement à Florian Philippot? Qu'est-ce que vous lui reprochez exactement à Florian Philippot? Je lui reproche de ne pas respecter l'esprit du Front National, parce que il est un adhérent et un dirigeant relativement récent, et il doit tenir compte des sacrifices qui ont été faits par les militants, de l'histoire du Front National. Pour avoir un avenir, il faut regarder son passé. Et le passé